Busch Gardens Tampa, c'est un incontournable pour tout passionné de montagne russe lorsqu'il se rend en Floride. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que dès notre deuxième jour sur place, on est monté dans la navette gratuite reliant Orlando au parc. Pressé de découvrir cette fabuleuse machine qu'est Iron Gwazi, on y fonce dès notre arrivée. Les trains s'enchaînent, il n'y a pas beaucoup de monde dans la file d'attente et les opérations sont plutôt bonnes. L'excitation monte, ça va être à nous d'embarquer. Ah, bah non du coup. Busch Gardens Tampa est situé à Tampa Bay, à environ 1h30 d'Orlando. C'est un parc alliant parc d'attractions et parc animalier. Il a ouvert en 1959 et était à l'origine un Biergarten de la société de brasseurs Anheuser-Busch, d'où le nom du parc. En 2009, les parcs Busch Gardens sont rachetés par le groupe SeaWorld qui est encore le propriétaire aujourd'hui. Notre visite de ce parc était le 3 mars 2023, c'était donc le troisième parc qu'on découvrait en Floride, après notre premier jour à Universal la veille. Et ce qu'on peut directement vous dire, c'est qu'on n'a pas passé une très bonne journée, hein. Non pas parce qu'il est mauvais, hein, c'est surtout qu'on a eu une succession de malchance qui nous a vraiment gâché l'expérience. La navette nous a déposés au parc vers 10h30, soit 30 minutes après l'ouverture, mais ça, bon, ça nous posait pas de problème étant donné que la date qu'on a choisie, c'était une date très calme. Et pour le coup, on a vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que le parc, il était vraiment vide. Tout était parfait pour que ça se passe super bien, que la journée soit nickel, et qu'on puisse bien chain-rider les coasters qui nous faisaient le plus rêver sur le parc. En passant les grilles, déjà première déception, Montou est annoncé fermé pour toute la journée. Nous ne pourrons donc pas découvrir ce classique. Bon, on va quand même pas laisser cette mauvaise nouvelle nous gâcher la journée. Ça pourrait être pire, non? Comme dit dans l'intro, on s'est donc naturellement dirigé vers la plus grosse machine du parc, Iron Gwazi, qui affichait déjà 10 minutes d'attente. Malheureusement, le vent en a décidé autrement. Faut dire que ce jour-là en Floride, il était particulièrement présent, hein, ce vent, hein. Surtout autour de Tampa. Et c'est justement à cause de ça que, au train devant nous, il a fermé. On a attendu un bon quart d'heure en gare pour que ça ouvre. En vain, du coup, on a laissé tomber, hein. Mais qu'apercevons-nous en sortant? Ne serait-ce pas un dive coaster BM en train de tourner? Eh si. On se dirige donc vers Chakra. Aucune file d'attente. Vide. Alors on arrive en gare prêt à embarquer et là... On va ensuite à Tigris, fermé. Kumba, fermé. Là, on a vraiment commencé à désespérer. Lorsqu'on attendait dans la gare de Chakra, on a pu discuter avec un OP qui nous a expliqué la procédure concernant le vent violent du parc. En haut des lifts des coasters sont en fait positionnés des anémomètres, donc c'est des capteurs de la vitesse du vent. Si le capteur détecte une vitesse supérieure à un certain montant, les embarquements doivent s'arrêter. Pour qu'ils reprennent, il faut que le vent ne redépasse pas cette limite pendant 15 minutes d'affilée. Si ne serait-ce qu'une bourrasque dépasse ce seuil, c'est reparti pour 15 minutes. Et c'est ça le plus rageant dans l'histoire, c'est que le vent n'était pas constant, mais certaines bourrasques étaient vraiment très fortes. Une bonne partie des coasters n'a fait que d'ouvrir, lancer deux trains, puis refermer, et ça durant une grande partie de la journée. Comme il était déjà presque 13 h, on s'est dit qu'on allait en profiter pour aller manger et que peut-être par la suite ça rouvrirait. On avait un billet qui incluait le repas de midi qu'on avait eu lors des soldes d'hiver, du coup on a choisi d'aller manger au Zambia Smokehouse, qui est le restaurant à côté de Chakra. Mais comme c'était l'heure de manger et que presque toutes les attractions étaient fermées à ce moment-là, tout le monde a eu la même idée que nous. Il y avait beau avoir personne dans le parc, on a attendu quand même 30 minutes pour se faire servir. Et franchement c'était plutôt bon pour un restaurant de parc, j'ai pris un smoked chicken et Anna a pris des ribs. Les portions étaient très généreuse, en même temps c'est les États-Unis. Perso, j'ai pas réussi à finir. Après le repas, on a vu que certains coasters avaient rouvert, donc on s'est dirigé vers Kumba et alléluia! On a enfin pu rider quelque chose après genre 4 heures dans le parc sans rien faire. Bref. Kumba est un sit-down BM qui fêtait ses 30 ans en 2023 et honnêtement, on était, on va dire, très sceptiques à l'idée de le faire. Sit-down BM, années 90, on a tout de suite fait le rapprochement avec Dragon Con qui est un coaster particulièrement violent et qu'on aime vraiment pas.
Et étonnamment, on a plutôt bien aimé Kumba, hein. Il est beaucoup plus smooth que la plupart des vieux BM. Il manque peut-être de fluidité à certains moments, mais on n'en est pas ressorti cassé en deux comme dans Dragon Cad. Pour son époque, c'est un très bon coaster qui fait le taf aujourd'hui, même si c'est pas, c'est plus le meilleur coaster du parc, hein. Ça n'en reste pas moins un très bon looper BM, franchement à refaire sans problème. Et justement, on a voulu le re-rider, hein. On s'est dirigé vers la file, qui était quasiment vide, mais... Due to bad weather conditions, boarding... Je suis dans une colère noire. Les supporters sont pas contents. On s'est donc rabattu sur les animaux, car oui, c'est un parc animalier aussi. Et ils ont beaucoup d'espèces différentes. On a donc pu voir les alligators et les flamants roses, emblèmes de la région, mais aussi des animaux du monde entier, comme des lions, des kangourous ou encore des guépards. Et en parlant de guépards, il y en a un particulièrement énergique qui est reparti en chasse lorsqu'on était occupé à regarder les animaux. Cheetah Hunt est un multi-launch coaster de chez Intamin construit en 2011. Avec un layout très esthétique et surprenant, il a pour but de simuler un guépard en chasse. Alors, on a adoré, mais il y avait quand même deux gros problèmes. Le premier n'a rien à voir avec le coaster en lui-même, et ce problème c'est les opérations. Elles étaient vraiment trop catastrophiques. Les OP se baladaient sur le quai, se tapaient la discute, chaque train devait attendre un long moment en zone de frein alors qu'il tournait qu'à 2 trains. Bref, une catastrophe qui n'est pas sans nous rappeler les parcs espagnols. Avec un parc quasiment vide, on a attendu 40 minutes. Combien? Le deuxième problème, c'est les harnais coupe-gorge. Parce que oui, Cheetah Hunt n'est pas super vieux, mais il a été l'un des derniers à avoir ses harnais des enfers. Et tous les Blitz coasters Intamin qui ont suivi ont eu le droit au lap bar que nous connaissons maintenant. Je peux pas m'empêcher de penser que des trains à la Taron feraient une grosse différence sur l'expérience globale, parce que les harnais à la Cheetah ça peut très vite faire mal. Mais dans l'ensemble, Cheetah Hunt est un excellent coaster. Certes pas aussi intense que ceux à quoi Intamin nous a habitués, avec des moments beaucoup plus calmes que d'autres, mais son layout original et assez long nous offre quelques bonnes surprises. Notamment avec ses twists et le camelback situé juste après le 3e launch, qui donne un plutôt bon airtime. Mais la principale force de ce coaster se situe dans son intégration et sa thématisation. Le fait de passer tout proche de la végétation, des enclos et des décors nous plonge vraiment dans la peau d'un guépard en chasse. Donc sur ça, le coaster a bien rempli sa mission. Si ce que vous recherchez c'est de l'intensité, il n'a clairement pas le panache d'un Taron par exemple, mais c'est un très bon coaster à rider sans modération. Après ça, on s'est dirigé vers Cobra Skirts qui lui aussi tournait et qui était situé juste un tout petit peu plus loin. C'est un spinning coaster de chez Mack Rides ouvert en 2016. Mais avec une grosse différence par rapport aux autres spinnings de chez Mack, c'est train. Donc vraiment rien à voir avec ceux dont on a l'habitude comme Euromir par exemple. Ici on retrouve des wagons de 4 places qui ne sont pas sans rappeler ceux des Wild Mouse, mais placés sur une base de spinning. A noter également que le coaster possède un double ascenseur qui fonctionne comme celui de Matterhorn Blitz à Europa Park. C'est un family coaster franchement sympa, mais surtout très bien thématisé. En fait, c'est le seul coaster du parc à avoir une storyline aussi poussée. Dès la file d'attente, vous entrez sur un site de fouilles archéologiques en Égypte. Parce que oui, on n'en a pas parlé, mais dans le parc, il y a des zones thématiques, et il se trouve que ce coaster se trouve dans la zone égyptienne. On voit qu'ils ont vraiment voulu faire un effort sur la théma avec ce coaster. La file est très immersive, avec à la fin un pré-show en mapping, où on apprend l'histoire de l'attraction. Pour résumer, le roi serpent Venimis a été corrompu par le pouvoir qu'il tenait de la statue. Ses sujets se sont donc retournés contre lui et l'ont détruite. Avant de sombrer, le roi lança une malédiction sur quiconque reconstruit la statue. Dans le présent, l'histoire suit l'équipe d'archéologues qui découvrent les ruines de la tombe du roi et réveille la malédiction avec la fameuse statue. Statue qu'on voit d'ailleurs dès le début du ride, puisqu'elle est située juste devant l'ascenseur. On passe d'ailleurs juste à côté de sa tête lors de la première drop. En termes de sensations, c'est sympa pour un family. Il y a quand même plusieurs passages intéressants, on va dire. Bref, c'est validé aussi. C'est un très bon family Mack et surtout très bien thématisé. Bon, c'est très bien tout ça, mais c'est pas pour ces machines-là qu'on est venu de base. Pas le temps de niaiser. Et justement, sur les coups de 16 h, le vent a finalement décidé de se calmer et tous les coasters ont rouvert. On n'a donc pas réfléchi une seconde et foncé vers Iron Gwazi bien sûr. Comme il venait juste de reprendre du service, il y avait presque aucune attente pour le premier tour. On fait donc la file, on embarque et là... ça dispatch, enfin. Et on n'était pas prêt pour ce qui allait nous arriver. Faut savoir que pour tous les deux, c'était la première fois qu'on faisait un RMC. Donc on savait pas encore à quoi s'attendre et on a commencé avec un des meilleurs au monde. Il est classé 2e coaster mondial sur Captain Coaster, donc c'est pas rien. Et si vous vous demandez ce qu'on en a pensé, pour moi il est passé top 1 direct. C'est le premier coaster depuis très longtemps qui m'a autant surpris et vendu du rêve. Je me rappelle m'être demandé en sortant, mais c'est possible de faire ça ? Le layout n'a zéro temps mort, c'est intense du début à la fin et les éléments s'enchaînent de manière tellement fluide. Rien que la première drop est phénoménale, elle a une inclinaison de 91 degrés et donc c'est la plus élevée sur un coaster hybride. On n'a même pas le temps de comprendre ce qui nous arrive qu'on est déjà en bas.
S'ensuit un enchaînement d'éléments tous plus fous les uns que les autres, avec beaucoup d'éjectors. Un des moments que j'attendais le plus sur ce coaster, c'est son fameux Death Roll, qui est en quelque sorte la signature de la machine quoi. Et franchement ça m'a pas déçu, c'est bien intense comme on aime, et en le ridant on se rend même pas compte d'à quel point on drop en passant l'inversion, c'est assez impressionnant. Mais il y a un élément qui m'a encore plus marqué dans le layout, et cet élément c'est le wave turn qui passe juste au-dessus de l'entrée de l'attraction. C'est juste magistral, ça vous procure un éjecteur incroyable en étant positionné sur le côté. C'est vraiment quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté et que je pensais même pas possible honnêtement. Bref, Iron Gwazi c'est pas validé mais c'est survalidé. C'est juste la plus grosse masterclass qu'on ait pu faire jusque là. Le parc a vraiment pris une excellente décision en demandant à RMC de retraquer cet ancien dueling wooden qui selon énormément d'avis n'était vraiment pas fameux. En termes de théma, faut pas s'attendre à grand chose, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans une machine comme celle-là. Rien que la vue à l'entrée sur le lift et le wave turn avec ses sublimes rails mauves suffit à en mettre plein les yeux. Les trains aussi sont plutôt jolis avec toujours les fameuses lap bars RMC qui peuvent parfois être douloureuses pour les jambes, mais c'est vite pardonné une fois qu'on est sur le parcours. Bref, Iron Gwazi c'est le meilleur coaster de Floride, un immanquable si vous allez dans la région et l'un des meilleurs coasters au monde. On a donc pu faire 4 tours d'affilée sans trop d'attente. Le maximum ça devait être dans les 25 minutes, puis après ça a commencé à beaucoup trop monter. Du coup on a décidé de se rediriger vers les coasters qu'on n'a pas encore eu le temps de découvrir. Et donc tout naturellement on s'est dirigé vers celui qui a pas arrêté de nous fermer au nez, Sheikra. Sheikra est un dive coaster de chez BM qui a ouvert en 2005. D'une hauteur de 61 mètres, c'est le plus gros dive coaster qu'on ait pu faire. A titre de comparaison, c'est le double de Baron de Efteling auquel on est habitué. D'ailleurs, les trains aussi sont beaucoup plus grands puisque c'est des rangées de 8 et non de 6 comme sur nos dive coasters européens. 2 ans après son ouverture, les trains originaux ont été changés pour des floorless. Comme c'est le cas sur tous les dive coasters qui ont été construits depuis, et notamment sur son cousin Griffon à Williamsburg, qui a été le premier à introduire ceci. Sheikra, quant à lui, a été le premier dive coaster à avoir une inversion. Alors Sheikra, c'est une très bonne machine, également validée, hein. Même si les dive coasters, c'est pas trop notre type de coaster préféré, ça reste le meilleur des 3 qu'on ait pu faire jusque là. Alors clairement, le plus grand intérêt de ce ride, c'est ces 2 drops qui sont vraiment très bonnes. Surtout la première, la hauteur rend encore plus impressionnant le moment où on reste suspendu avant d'être lâché. La deuxième est aussi vachement cool avec un passage dans un tunnel. Rien que pour les drops, c'est un coaster à faire et à refaire. L'Immelman géant est super esthétique, mais en expérience on-ride, c'est pas super sensationnel. Pour résumer, Sheikra est un bon dive coaster, on a beaucoup aimé, mais surtout pour les drops. Niveau théma, il y en a pas plus, ouais, il y en a pas plus. Mais c'est suffisant pour permettre l'immersion. La splash zone apporte aussi un petit plus au coaster. Sheikra, on a vraiment pu en profiter pour le coup. Il n'y avait aucune attente, on l'a fait 6 fois d'affilée sans refaire la file, 2 fois à chaque rangée, donc que demander de plus. Mais bon, après ça, il nous restait déjà plus que 30 minutes avant la fermeture. On a donc foncé vers Tigris qui se trouvait pas trop loin. Alors Tigris, c'est un Skyrocket 2 du constructeur Premier Rides qui a ouvert en 2019, donc un modèle assez récent. Et pourtant, on l'a trouvé en dessous de Skyscream qu'on connaît bien puisqu'il est à 1 heure de chez nous. Et ce pour 2 raisons. Premièrement parce qu'en plus de la lap bar, Tigris nous impose un harnais souple pas très agréable, on se sent bien plus libre dans Skyscream par exemple. Et la deuxième raison c'est la théma évidemment, parce que pour celui-là ils ont vraiment pas fait beaucoup d'efforts. Sinon ça reste sympa comme modèle, c'est toujours un bon ajout dans un parc et nous ça nous fait un +1. Et en parlant de +1, il reste plus que 10 minutes avant la fermeture et il nous reste 2 coasters ouverts à faire, Scorpion et Sun Serpent. Parce que oui, Air Grover, le Family Dealer du coin, n'a pas ouvert de la journée. Du coup, là on comprend que pour aujourd'hui, il va falloir faire un choix. Un Schwarzkopf ou une Wild Mouse. Moi je pense que la question elle est vite répondue. On a évidemment choisi le Schwarzkopf. Et grossière erreur, parce que Sun Serpent a été détruit quelques mois plus tard, et ça fait encore un crédit qu'on n'aura jamais. Mais du coup, ce Scorpion ça donne quoi? Eh ben franchement c'était plutôt sympa, ça fait toujours plaisir de faire des coasters historiques de constructeurs qui n'existent plus, tout simplement. Bon, pour notre époque c'est rien d'incroyable, hein, mais il a plutôt bien vieilli et c'est toujours sympa cette vibe old school qui se dégage de ces coasters Schwarzkopf. Et voilà, le moment fatidique de reprendre la navette est arrivé. Mais pas de panique. Au cours de la journée, avec ces différentes péripéties, on a décidé qu'on allait refaire une seconde journée la semaine suivante. Mais quand ça veut pas... ça veut pas, hein. Pour notre seconde journée, on a donc racheté des billets sur Expedia car ils étaient nettement moins chers. Environ le même prix qu'on avait payé la première fois au final. Mais arrivé sur place avec nos tickets, on nous dit que ça fonctionne pas. En fait, sur le site d'Expedia, c'était vraiment vendu comme des billets de Busch Garden, mais finalement, il ne s'agissait que de billets pour le parc aquatique Adventure Island. Donc là, 2 choix s'offraient à nous.
Soit on redépensait 130 balles pour refaire une journée à Busch Garden par personne, soit on allait profiter du parc aquatique avec nos billets. Et le choix a vite été fait lorsqu'on a vu que niveau temps d'attente, c'était pas du tout le même délire que la semaine d'avant. Hein. Non, cette fois, il y avait plus du 90 minutes dès le matin et les parkings complètement blindés. On s'est donc résigné à faire Adventure Island. Un parc qui n'était pas du tout prévu, mais c'était quand même une bonne petite surprise. D'abord, il faut savoir que les deux parcs sont l'un à côté de l'autre. Il suffisait juste de traverser la route et de marcher 200 mètres pour aller de l'un à l'autre. Mais Adventure Island, c'est un peu plus caché. Et du coup, ça donne quoi ce parc aquatique? Bah franchement, c'était sympa, hein. Malgré la grosse déception du matin, on a passé une super journée dans ce petit parc. Bon, après, ça vaut pas non plus un Volcano Bay ou un Roulantica, hein. Ici, on est plus sur du Aqualand amélioré. On y retrouve tous les classiques de parcs aquatiques comme la Lazy River ou la piscine à vagues, l'arbre à eau pour les enfants, etc. Mais le parc a une très bonne offre en termes de toboggan à sensation. Dommage que certains n'étaient pas ouverts lors de notre visite, comme le Corkscrew qui donnait vraiment très envie. On a particulièrement bien aimé le Wow Remix. Ouais, nous on aime beaucoup les toboggans avec des bouées de type rafting. Bref, on a passé une bonne journée là-bas. Je pense que c'est un bon parc pour une famille locale qui veut s'amuser une journée dans un parc aquatique, mais c'est clairement pas pour lui que vous allez faire 7000 km quoi. Bon, du coup, il est temps de conclure sur ces 2 jours passés à Busch Gardens et Adventure Island. Alors, je dois dire que ça a été notre expérience la plus décevante de ces 3 semaines en Floride, même si on a bien pu se rattraper sur la fin de journée. Mais pour le coup, c'était plus un enchaînement de malchance qu'un vrai problème venant du parc quoi. Dans l'ensemble, Busch Gardens Tampa, c'est un bon parc, assez joli et avec beaucoup de coasters intéressants. Et ils n'ont pas prévu de chômer puisque Phoenix Rising, un BM familial, va ouvrir cette année au parc. Avec toutes les polémiques autour des parcs animaliers ces derniers temps, le groupe SeaWorld il investit maintenant à fond dans les attractions, et ça c'est pas pour nous déplaire. Malheureusement, on a pu faire seulement 7 des 10 crédits que proposait le parc, avec bien sûr comme plus gros absent Moonto, qui nous donnait bien envie. Ce sera pour une prochaine fois. Pour conclure, je dirais que Busch Garden est un parc qui ravira les fans de sensations fortes ou de parcs animaliers. Par contre, si votre truc c'est les dark rides et les spectacles, bah c'est pas ici que vous serez servi quoi. Mais clairement, rien que pour Iron Gwazi, Busch Garden c'est un incontournable dans la région. C'est sûr qu'on reviendra un jour. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.